14h47, le 18 mars 1945, les mains tremblantes du commandant Hans Waldmann agrippèrent le manche de son Messerschmitt Me 109G, alors qu'il se posait sur la piste marquée de cicatrices de la base aérienne de Lechfeld, juste à l'extérieur de Munich. Le moteur toussa une fois, deux fois, puis s'éteignit. Silence. Le genre de silence qui suit un traumatisme. L'équipe au sol courut vers son appareil, s'attendant à la routine habituelle après une mission. Vérification du carburant, comptage des munitions, évaluation des dommages, mais Waldmann ne bougeait pas, pendant 47 secondes. Il resta figé dans le cockpit, fixant le vide. Lorsqu'il finit par descendre, les mécaniciens remarquèrent que sa combinaison de vol était trempée de sueur, malgré la température proche du point de congélation à 7500 mètres d'altitude. Il passa devant l'officier de débriefing sans un mot, dépassa la salle des opérations et se dirigea directement vers le bureau du commandant. Ce qui se passa ensuite serait consigné dans un rapport de renseignement allié classifié, découvert en 2003, 73 pages de témoignages qui révélaient non seulement ce que les P-51 Mustang américains pouvaient faire, mais ce qu'ils faisaient aux hommes qui les affrontaient. Hans Waldmann venait de voir 3 de ses ailiers mourir en 8 minutes, et il avait décidé, là, à 14h47, par un après-midi froid de mars, qu'il ne volerait plus jamais au combat. Vous devez comprendre certaines choses à propos de Hans Waldmann avant d'aller plus loin. Il ne s'agissait pas d'une jeune recrue prenant une décision de panique après son premier baptême du feu. Waldmann était un vétéran de 12 ans de la Luftwaffe. Il volait depuis 1933, avait survécu à la bataille d'Angleterre, au front de l'Est, à l'Afrique du Nord, à la Sicile. 47 victoires confirmées. La croix de chevalier avec feuille de chêne était accrochée à son cou. Il était exactement le type de pilote dont l'Allemagne avait désespérément besoin en mars 1945. Et il s'en alla. L'histoire de ce qui s'est passé pendant ces 8 minutes au-dessus de la Bavière révèle quelque chose qui a changé la guerre aérienne à jamais. Il ne s'agissait pas seulement d'une technologie américaine supérieure. Il s'agissait du moment où des pilotes allemands expérimentés ont réalisé qu'aucune compétence, aucun courage, ni aucune détermination ne pouvaient surmonter ce que les États-Unis avaient construit. Laissez-moi vous ramener au matin du 18 mars 1945. Le briefing eut lieu à 6h15 du matin. Le major Wilhelm Herget, commandant d'escadron, se tenait devant une carte murale couverte de marques rouges. Chaque marque représentait une formation de bombardiers américains qui avaient pénétré l'espace aérien allemand au cours des 72 heures précédentes. Il y avait tellement de marques que la carte ressemblait à un malade atteint de la rougeole. La voix de Herget était stable, mais tous ceux qui se trouvaient dans cette pièce pouvaient entendre l'épuisement sous-jacent. 400 B-17, Flying Fortress et B-24 Liberator. Ciblant les gares de triage de Munich et les installations de production d'avions restantes à Augsbourg, heure prévue au-dessus de la cible, 13h30, escorte, P-51 Mustang du 357th Fighter Group, 8th Air Force. La pièce devint silencieuse à cette dernière partie, P-51 Mustang. En mars 1945, cette désignation portait un poids psychologique difficile à comprendre aujourd'hui. Imaginez qu'on vous dise que vous êtes sur le point d'affronter un adversaire qui est plus rapide que vous, qui monte mieux que vous, qui vire plus serré que vous, qui a plus de puissance de feu que vous, et qui peut rester en l'air 3 fois plus longtemps que vous. Un adversaire qui a abattu 9 de vos camarades au cours de la dernière semaine seulement. Un adversaire qui semble apparaître de nulle part et disparaître dans le néant. C'était le P-51 Mustang pour les pilotes allemands au début de 1945. Waldmann était assis au dernier rang avec ses 3 ailiers, Klaus Meyer, 23 ans, de Hambourg, 71 missions. Otto Becker, 19 ans, d'une petite ville agricole près de Dresde. Son père avait été tué par des bombes alliées 3 mois plus tôt. Et Dieter Schmidt,
26 ans, fraîchement marié. Sa femme enceinte de 6 mois à Stuttgart. 4 pilotes. 4 Me 109G. Heure de décollage, 13h15. Le Messerschmitt Me 109G, connu des pilotes alliés sous le nom de Gustav, était le cheval de bataille de la Luftwaffe en 1945. Ce n'était pas un mauvais avion. En 1941, il avait été l'un des meilleurs chasseurs du monde. Mais nous étions en 1945. Le Gustav que Waldmann pilotait ce jour-là avait été construit dans une usine souterraine par des travailleurs forcés. Le contrôle de la qualité était une blague. Le moteur Daimler-Benz DB605 avait connu des jours meilleurs. Vitesse maximale, 623 km/h à l'altitude optimale. Rayon d'action au combat, peut-être 320 km s'il avait de la chance. Armement, un canon de 30 mm à travers le moyeu de l'hélice, 2 mitrailleuses de 13 mètres au-dessus du capot. Sur le papier, le Me 109G semblait compétitif. Sur le papier, ça ne veut pas dire grand-chose à 7500 mètres d'altitude. Quand 4 P-51 Mustang sortent en hurlant du soleil, le P-51D Mustang américain que Waldmann allait affronter cet après-midi-là représentait quelque chose que les ingénieurs nazis avaient essayé en vain de reproduire. Une synthèse parfaite de puissance, d'autonomie et d'agilité. Propulsé par le moteur Packard Sfe Build C150 Merlin, une copie sous licence du Rolls-Royce Merlin britannique construit dans des usines américaines. Le P-51D produisait 1695 chevaux. Vitesse maximale, 697 km/h, 80 km/h plus rapide que le Me 109G. Rayon d'action au combat avec des réservoirs largables, 2655 km. Cela signifiait qu'un P-51 pouvait voler d'Angleterre à Berlin, se battre pendant 20 minutes au-dessus de la cible et revenir en Angleterre. Le Me 109G pouvait à peine faire le trajet de Munich à la frontière suisse et retour. Mais la vitesse et l'autonomie n'étaient pas ce qui brisait les pilotes allemands, c'était l'invisibilité. 13h18. 4 Me 109G décollèrent de la base aérienne de Lechfeld et montèrent en flèche vers le flux de bombardiers entrants. Waldmann menait la formation dans un virage ascendant peu profond, gagnant de l'altitude aussi rapidement que le moteur DB605 en difficulté le permettait. À 4500 mètres d'altitude, il les repéra. Des traînées de condensation. Des centaines de traînées de condensation s'étendant dans le ciel comme des lignes de craie tracées par une main géante. Les bombardiers étaient à 7000 mètres, encore à 15 minutes de Munich. La doctrine standard de la Luftwaffe en mars 1945 était simple. Monter au-dessus des bombardiers, plonger à travers l'escorte, effectuer une passe de tir et se barrer. Pas de combat tournoyant, pas d'actes héroïques, une passe. Le Me 109G n'avait pas le carburant pour quoi que ce soit de plus élaboré. Les ailiers de Waldmann se tenaient serrés. Ils volaient ensemble depuis 7 mois. Ils connaissaient les mouvements de chacun. Ils se faisaient confiance. Meyer volait à son aile droite. Becker et Schmidt couvraient la gauche et l'arrière, à 6700 mètres. Waldmann commença son virage vers la position d'attaque. Il avait fait cela des centaines de fois, plein gaz, le nez vers le bas. Gagner de la vitesse. La formation de bombardiers grossissait dans son pare-brise. Il pouvait voir les mitrailleurs de sa bord suivre son approche. Des traceurs commencèrent à monter vers lui. Des arcs de lumière paresseux qui semblaient lents jusqu'à ce que vous vous souveniez qu'ils se déplaçaient à 850 mètres par seconde. Waldmann ne vit rien. Cela aurait dû être son premier avertissement. 14h34. Waldmann positionna sa formation pour la plongée. Il avait fait cela des centaines de fois, plein gaz, le nez vers le bas, augmenter la vitesse. La formation de bombardier devint plus grande dans son pare-brise. Il pouvait voir les mitrailleurs latéraux suivre son approche. Les traceurs commencèrent à monter vers lui.
Des arcs de lumière paresseux qui semblaient lents jusqu'à ce qu'on se souvienne qu'ils se déplaçaient à 850 mètres par seconde. Il était à 3 secondes de la portée de tir. Quand la voix d'Otto Becker a crépité dans la radio, Mustang, en haut à droite. La tête de Waldman a basculé brusquement vers la droite. Rien, ciel vide. Mais où diable? Et puis, il les a vus, 4 P-51 Mustang en piqué léger, sortant d'une couche de nuages qui n'était pas là 10 secondes auparavant. Avantage d'altitude, avantage de vitesse, avantage de position, toutes. Waldman avait peut-être 2 secondes pour décider. S'engager dans l'attaque du bombardier et prendre les Mustangs sur sa queue, ou rompre et essayer de se battre. Aucune des 2 options n'était bonne. Il a choisi la survie. Il a cassé à gauche, emmenant le Messerschmitt Me 109G dans un virage ascendant serré, essayant de gagner à la fois de l'altitude et de la vitesse. Le moteur hurlait, la cellule vibrait, sa vision se brouillait sur les bords à cause de la force G. Meyer et Schmitt l'ont suivi dans le virage. Becker a hésité une demi-seconde, pensant peut-être qu'il pouvait encore réussir le tir sur le bombardier. Cette demi-seconde l'a tué. Le pilote de tête du P-51, le lieutenant Jean-Baptiste Dubois du 357e groupe de chasse, 364e escadron de chasse, avait commencé son piqué 8 secondes plus tôt. Il avait repéré la formation de Waldman alors qu'ils étaient encore à 18 000 pieds, grimpant lentement, de manière prévisible. Dubois avait l'altitude, il avait la vitesse, et il avait 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 50, chacune chargée de 1880 cartouches de munitions. Poids total du feu, 450 coups par seconde. L'avion de Dubois plongeait à travers 23 000 pieds à 460 miles à l'heure. Son ailier, le capitaine Pierre Leduc, est resté verrouillé sur son aile droite, reproduisant chaque mouvement. 2 autres P-51 se sont écartés, se préparant à couper toute voie d'échappement que la formation de Waldman pourrait emprunter. C'était ce que les pilotes de P-51 appelaient un bounce. Avantage d'altitude, avantage de vitesse, avantage numérique, le bounce était parfait. C'était aussi de l'exécution. Becker a réalisé son erreur et a cassé brutalement à droite, essayant de tourner dans l'attaque. Le Messerschmitt Me 109G a réagi lentement, à 22 000 pieds. L'air raréfié donnait l'impression que chaque commande se faisait au travers de la mélasse. Le virage de Becker était de 3 degrés trop plat. Dubois a ajusté son angle de piqué de 2 degrés et a appuyé sur la gâchette. 6 flux de cartouches de calibre 50 ont convergé sur l'avion de Becker. Les premiers coups ont atteint l'emplanture de l'aile gauche. La peau d'aluminium s'est arrachée comme du papier. La deuxième rafale a remonté le fuselage, brisant la verrière. La troisième rafale a touché le moteur. Le Daimler-Benz DB605 a explosé. Du point de vue de Waldman, l'avion de Becker s'est simplement désintégré. Un instant, il était là, virant à droite. L'instant suivant, c'était un nuage de débris et flammes dégringolant vers la terre en contrebas. Pas de parachute, pas le temps. Becker avait 19 ans. Il volait au combat depuis 6 mois. L'engagement entier, du premier contact à la mort de Becker, a pris 4 secondes. Meyer a vu ce qui s'est passé. Il a cassé plus fort à gauche, essayant de rester avec Waldman. Schmitt avait déjà inversé, plongeant loin du combat, essayant de gagner de la vitesse. Tactique d'évasion standard. Plonger, gagner de la vitesse, s'éloigner de la menace. Le Messerschmitt Me 109G était bon en piqué. Pas aussi bon qu'un P-51, mais assez bon pour peut-être créer une certaine séparation. Le Duc, l'ailier de Dubois, a fait un tonneau et a tiré, suivant le piqué de Schmitt. Le P-51D avait un avantage significatif que le Messerschmitt Me 109G ne pouvait pas égaler, la résistance structurelle. La cellule du Mustang pouvait supporter des piquets qui déchiraient un Messerschmitt Me 109.
Le duc a poussé son avion au-delà de 500 miles à l'heure. Se rapprochant de Schmitt comme un faucon sur un pigeon, Schmitt l'a vu arriver, il a accentué son piqué, tirant 6G, puis 7. La cellule du Messerschmitt Me 109 a gémi. Des voyants d'avertissement ont clignoté sur le tableau de bord. Schmitt les a ignorés. Il devait s'éloigner, devait s'échapper, devait. Le duc a tiré à 400 mètres. Trop loin pour un tir précis, mais il ne cherchait pas la précision. Il cherchait la peur. Les cartouches de calibre 50 ont filé devant la verrière de Schmitt, assez près pour que Schmitt puisse les voir. Assez près pour que l'impact psychologique soit pire qu'un coup direct. Schmitt a paniqué. Il est sorti du piqué trop tôt, perdant de la vitesse, essayant de revenir vers un territoire ami. C'était exactement ce que le duc voulait qu'il fasse. Le P-51 avait l'avantage énergétique, l'avantage d'altitude, et maintenant l'avantage de position. Le duc a relevé son nez, a mené le virage de 3 degrés, et a tiré à nouveau. Cette rafale a touché. L'aile droite de Schmitt s'est pliée vers le haut, à un angle de 90 degrés. L'avion a fait 2 tonneaux sur l'aile et est entré dans une vrille à plat, à 18 000 pieds. Schmitt a finalement réussi à ouvrir la verrière et à s'éjecter. Son parachute s'est déployé à 14 000 pieds. Il survivrait au saut. Il ne survivrait pas à ses blessures. Schmitt est mort dans un hôpital de campagne 6 heures plus tard. Sa femme a reçu la notification 3 jours après. Leur fille est née en juin. Schmitt n'a jamais su si c'était un garçon ou une fille. 2 ailiers disparus en 90 secondes. Waldmann et Mayer étaient seuls maintenant, 24 000 pieds au-dessus de la Bavière, avec 4 P-51 Mustang les chassant. Le flot de bombardiers a continué, intact, la mission allait continuer. Les bombes allaient tomber sur Munich. Et Waldmann avait un choix qui n'en était pas vraiment un. Il pouvait fuir, ou il pouvait mourir. La voix de Mayer à la radio. Où sont-ils? Waldmann a scruté le ciel. Les P-51 avaient de nouveau disparu. C'était ça avec les Mustangs. Ils ne vous poursuivaient pas. Ils se positionnaient. Ils attendaient. Ils choisissaient le moment où vous étiez le plus vulnérable. Et ensuite, ils frappaient. Waldmann s'est stabilisé à 25 000 pieds et a viré vers le sud-ouest, vers le lac de Constance et la Suisse neutre. Il n'avait pas l'intention de franchir la frontière. Il avait juste besoin de distance, besoin de temps pour réfléchir, besoin que les P-51 interrompent la poursuite. Ils n'ont pas interrompu. Dubois et le duc étaient remontés à 27 000 pieds et suivaient la formation de Waldmann par le haut et par l'arrière, parfaitement positionné dans son angle mort. Les 2 autres P-51 s'étaient écartés, un haut, un bas, créant une boîte sans issue. C'était la doctrine des chasseurs perfectionnés. C'était ce pourquoi les pilotes américains s'entraînaient chaque jour en 1944 et 1945. Travail d'équipe, position, patience, 14h41, 6 minutes. Depuis le contact initial, Waldmann était à 11 miles au sud-ouest de Munich, se dirigeant vers les Alpes. Son indicateur de carburant indiquait 32 minutes de temps de vol restant, pas assez pour retourner à la base aérienne de Lechfeld. Il devrait atterrir sur un terrain avancé, refaire le plein, et ensuite, Dubois a décidé qu'il était temps. Les 4 P-51 ont plongé simultanément, 2 du haut, 2 des flancs, coordonnés à la perfection. Mayer les a vus en premier. Il a crié dans la radio. La tête de Waldmann a basculé à gauche, puis à droite, puis en haut. Ils étaient partout, 4 directions à la fois. Pas de voie d'échappement, pas de contre-manœuvre, juste l'exécution. Mayer a cassé à droite, vers la menace la plus proche. C'était la mauvaise décision. Quand vous êtes en infériorité numérique de 4 contre 2 et qu'ils ont l'avantage énergétique, il n'y a pas de bonne décision. Il n'y a que des décisions qui retardent l'inévitable. Le tour de Mayer le plaça directement dans la ligne de mire du P-51 volant à basse altitude, piloté par le sous-lieutenant Antoine Dubois,
un jeune homme de 21 ans, originaire de Lyon. Présent sur le théâtre des opérations depuis 8 semaines, Antoine n'avait jamais abattu d'appareil ennemi auparavant. Son instructeur en Floride lui avait dit « Quand tu as une cible, fonce, ne réfléchis pas, n'hésite pas, appuie simplement sur la détente et compte les impacts. » Antoine appuya sur la détente. Les 6 mitrailleuses de calibre .50 rugirent. La première rafale manqua sa cible. La seconde atteignit l'aile droite du Messerschmitt de Meyer, arracha l'aileron. La troisième atteignit le moteur. La quatrième atteignit le cockpit. Klaus Meyer, 23 ans, originaire de Hambourg, 71 missions à son actif, mourut sur le coup. Son Messerschmitt Me 109G continua de voler pendant encore 12 secondes sur sa seule lancée. Avant que l'aile droite ne se replie et que l'appareil ne parte en vrille incontrôlable, pas de parachute, pas de dernière parole, juste disparu. Waldmann assista à la scène. Il n'eut pas le temps de l'assimiler. Ses 3 ailiers, morts en 8 minutes, Browning était maintenant sur ses talons. Se rapprochant rapidement, il pouvait voir le P-51 Mustang dans son rétroviseur devenir plus grand. Le pilote américain ne se pressait même pas. Il se rapprochait. Méthodiquement, professionnellement, inévitablement, Waldmann avait 2 options, combattre et mourir, ou se rendre et vivre. Il inclina son appareil à 90 degrés vers la droite, exposant son ventre au canon de Browning. Le signal universel de reddition en combat aérien, puis il piqua du nez, s'éloignant du combat, se dirigeant à vitesse maximum vers la base aérienne allemande la plus proche, la base aérienne de Lechfeld. Browning ne tira pas. Il suivit Waldmann jusqu'à 12 000 pieds, gardant une position parfaite sur sa queue, arme prête, le doigt sur la détente. Si Waldmann avait fait un seul faux mouvement, montré le moindre signe d'agression, Browning l'aurait abattu. Mais Waldmann ne fit aucun faux mouvement. Il vola droit et à niveau, gaz réduit, en direction de la base aérienne de Lechfeld. Browning l'escorta jusqu'à la limite de la base, puis rompit le contact et reprit de l'altitude pour rejoindre son escadron. L'engagement entier avait duré 8 minutes et 23 secondes. 3 Messerschmitt Me 109 détruits, un autorisé à rentrer. Le flot de bombardiers continua vers Munich. Les 400 bombardiers larguèrent leurs bombes. Les gares de triage furent détruites. 2 usines aéronautiques furent rendues inopérantes. Perte totale américaine. 2 B-17 Flying Fortress touchés par la flak. 0 dû aux chasseurs ennemis. Les P-51 Mustang du 306th Fighter Group atterrirent en Angleterre à 17h47. La bière fut servie aux messes des officiers. Browning fut crédité de 2 victoires. Antoine obtint sa première. Peterson en endommagea 1, et à la base aérienne de Lechfeld. À 14h47, Hans Waldmann coupa son moteur, sortit de son cockpit et se dirigea vers le bureau du commandant. Le débriefing dura 3 heures. La transcription classifiée s'étend sur 73 pages. Mais le cœur du témoignage de Waldmann peut être résumé en 2 paragraphes. Il dit que le P-51 Mustang avait rendu le combat aérien impossible à gagner pour la Luftwaffe. Pas difficile, pas ardu, impossible à gagner. Il dit qu'aucune quantité d'entraînement, de compétences ou de courage ne pouvait compenser la supériorité technique des appareils américains et la doctrine tactique des pilotes américains. Il dit qu'à chaque fois qu'il avait affronté des P-51, il avait survécu par chance, pas par compétence, et que la chance finit par tourner. Il dit qu'il ne demanderait pas à ses pilotes de mourir pour une cause perdue. Il retira sa croix de chevalier avec feuille de chêne, la plaça sur le bureau du commandant et demanda sa réaffectation immédiate à des tâches au sol. Il avait 32 ans, il avait 47 victoires confirmées et il avait terminé. Le commandant, Oberst Heinrich Bauer, accepta la décision de Waldmann. Il n'avait pas le choix.
en mars 1945. Le moral des pilotes était tellement bas que forcer des aviateurs expérimentés à effectuer des missions de combat était contre-productif. Soit ils désertaient, soit ils se rendaient, soit ils se faisaient tuer par paralysie psychologique au combat. Mieux valait les réaffecter à des tâches d'entraînement ou à des rôles administratifs. Et concentrer les ressources sur les quelques pilotes qui croyaient encore que la victoire était possible. Waldman passa le reste de la guerre à entraîner de nouveaux pilotes à la reconnaissance d'appareils et aux tactiques d'évasion. Après la guerre, il fut longuement interrogé par des officiers du renseignement allié qui tentaient de comprendre l'impact psychologique de la supériorité aérienne. Son témoignage devint une partie de la doctrine fondatrice du combat aérien moderne. Le contrôle de l'air est obtenu non seulement grâce à une technologie supérieure, mais aussi grâce à la destruction systématique du moral de l'ennemi. L'histoire de Hans Waldmann importe, car elle révèle une vérité que les statistiques seules ne peuvent pas capturer. Oui, le P-51 Mustang a abattu plus d'appareils ennemis que tout autre chasseur allié. Oui, il avait une vitesse, une portée et une puissance de feu supérieure. Oui. La capacité industrielle américaine a produit plus de 15 000 Mustangs entre 1942 et 1945. Ce sont des faits. Mais les faits ne transmettent pas ce que l'on ressentait lorsque l'on subissait la puissance aérienne américaine. Le témoignage de Waldmann, si il décrivit le P-51 comme un appareil qui a changé la psychologie du combat aérien, avant le P-51 Mustang. Les pilotes allemands pensaient pouvoir gagner des engagements individuels grâce à leurs compétences et tactiques supérieures. Le Messerschmitt Me 109 et le FW 90 étaient d'excellents appareils. Les pilotes allemands étaient parmi les mieux entraînés au monde, mais le P-51 a supprimé la compétence de l'équation. Peu importait votre niveau, peu importait votre expérience. Le P-51 serait plus haut que vous, plus rapide que vous, et il y en aurait plus, toujours. C'est ce qui a brisé la Luftwaffe, pas les pertes arrivent à la guerre. Ce qui les a brisées, c'est la réalisation que la victoire était impossible, que chaque mission était une survie, pas un combat, que monter affronter des P-51 Mustang était un suicide avec des étapes supplémentaires. D'autres pilotes allemands ont fait écho à l'évaluation de Waldmann, l'Oberleutnant Franz Stiegler, qui escorta célèbrement un B-17 Flying Fortress estropié jusqu'à la sécurité en 1943, déclara dans une interview en 1991 que, en 1945, voir des P-51 était comme voir un arrêt de mort. On ne pouvait pas les distancer, on ne pouvait pas les vaincre. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était espérer qu'ils ne vous voient pas. Le général-lieutenant Adolphe Galland, commandant des forces de chasse allemandes, écrivit dans ses mémoires que l'arrivée du P-51 au-dessus de l'Allemagne au début de 1944 marqua la fin de la Luftwaffe en tant que force de combat efficace. L'année de combat restante n'était qu'un nettoyage. La supériorité technique du P-51 Mustang est issue d'un partenariat improbable entre l'ingénierie américaine et britannique. Le P-51A original, construit en 1942, était propulsé par un moteur Allison américain et avait des performances médiocres à haute altitude. C'était un bon appareil, mais pas exceptionnel. Puis quelqu'un eut une idée. Et si on mettait un moteur britannique Rolls-Royce Merlin dans une cellule américaine? Le résultat fut le P-51B, qui entra en service fin 1943, et le P-51D raffiné, qui devint la variante définitive en 1944, le moteur Packard V650 Merlin, construit sous licence à Détroit, transformèrent le P-51 Mustang de Bon à inarrêtable, à 7600 mètres d'altitude.
Là où s'est déroulée une grande partie de la guerre aérienne au-dessus de l'Allemagne, le P-51 équipé d'un moteur Merlin avait un avantage de puissance significatif sur tous les chasseurs allemands, à l'exception du Me-262 à réaction. Et le Me-262 était tellement rare et demandait tellement de maintenance qu'il n'a pratiquement pas influencé la guerre. Mais le moteur seul n'a pas rendu le P-51 dominant. C'était la combinaison du moteur, de la cellule et de la doctrine de mission. L'aile à flux laminaire du P-51, conçu par les ingénieurs de North American Aviation, réduisait la traînée et augmentait l'autonomie. La capacité interne de carburant de 1018 litres, combinée à deux réservoirs largables externes de 416 litres chacun, donnait au Mustang un rayon d'action que les services de renseignement allemands refusaient initialement de croire. L'armement de 6 mitrailleuses, Browning M2 de calibre 50, offrait une puissance de feu écrasante, et la qualité de la formation des pilotes américains, combinée à la supériorité numérique, créait un avantage tactique que la compétence seule ne pouvait surmonter. Les ingénieurs allemands ont essayé de reproduire les capacités du P-51. Ils ont échoué, non pas par manque de talent, mais par manque de ressources. En 1944, la base industrielle allemande était systématiquement détruite par les bombardements alliés. La production de carburant s'était effondrée. L'aluminium était rare. La main-d'œuvre qualifiée était enrôlée dans le service militaire. Les avions qu'ils parvenaient à produire étaient souvent pilotés par des pilotes ayant moins de 30 heures de formation au pilotage, contre plus de 400 heures pour les pilotes américains avant d'entrer en combat. L'asymétrie était stupéfiante. En 1944, les États-Unis ont produit plus de 40 000 avions. L'Allemagne en a produit 18 000. En 1945, la production américaine s'est poursuivie à pleine capacité, tandis que la production allemande s'est totalement effondrée. En mars 1945, lorsque Waldmann a refusé de voler, la Luftwaffe comptait moins de 1000 chasseurs opérationnels. La 8e Air Force comptait plus de 3000 P-51 Mustang. Le commandant Waldmann connaissait ces chiffres. Tous les pilotes de la Luftwaffe les connaissaient. Ils avaient été informés de la capacité de production américaine. Ils avaient vu les flots interminables de bombardiers, escortés par d'innombrables nuées de P-51. Ils savaient qu'ils combattaient un ennemi aux ressources infinies contre leurs propres réserves qui diminuaient. Et ils savaient que chaque mission pourrait être la dernière. Cette connaissance créait un poids psychologique que les statistiques ne peuvent mesurer. Le commandant Waldmann a porté ce poids pendant 8 minutes. Ce 18 mars 1945, il a vu 3 amis mourir. Il a survécu par grâce et non par compétence. Et il a réalisé que demain, ou le jour suivant, ou encore après, sa chance finirait par s'épuiser. Alors, il est parti. Les familles de Meyer, Becker et Schmidt ont reçu des télégrammes 3 jours plus tard. Notification standard. Votre fils est mort au service du Reich. Aucun détail sur la manière. Aucune explication de ce qui s'est passé pendant ces 8 minutes au-dessus de la Bavière. Juste un télégramme, une médaille envoyée par la poste 6 semaines plus tard, et toute une vie de questions sans réponse. La mère de Klaus Meyer a gardé sa chambre exactement comme il l'avait laissée, son uniforme accroché dans le placard, son carnet de vol sur le bureau. Elle est morte en 1962, sans jamais avoir bougé un seul objet. Le jeune frère d'Otto Becker a rejoint la Luftwaffe en avril 1945, dans l'espoir de venger la mort de son frère. Il a été abattu par des P-51 lors de sa 3e mission. 2 frères, à 2 mois d'intervalle, tous 2 tués par des Mustangs américains. Leur mère n'a pas parlé pendant 6 ans. La fille de Dieter Schmidt, née en juin 1945, a grandi en ne connaissant son père que par des photographies et des lettres. Elle a gardé une photo de lui dans sa combinaison de vol sur sa table de chevet toute sa vie. Elle est morte en 2019, sans jamais connaître les détails de sa mort ni pourquoi. Ce n'était
pas des statistiques. C'étaient des fils, des frères, des pères, des êtres humains avec des familles qui les attendaient, avec des vies non vécues, avec des avenirs volés. La guerre prend beaucoup de choses, mais ce qu'elle prend le plus, c'est le potentiel. L'homme que Meyer aurait pu devenir, la vie que Becker n'a jamais vécue, la fille que Schmidt n'a jamais tenue dans ses bras. Ces pertes se cumulent à travers les générations. Elles résonnent à travers le temps d'une manière qu'aucune victoire ou défaite ne peut pleinement compenser. Le commandant Waldman le savait, c'est pourquoi il est parti. Il ne pouvait pas sauver Meyer, Becker ou Schmidt. Mais il pouvait arrêter d'ajouter des noms à la liste. Il pouvait arrêter d'écrire des télégrammes aux mères et aux veuves. Il pouvait arrêter de faire partie d'une machine qui consumait de jeunes hommes et ne produisait que du deuil. Les pilotes américains qui les ont abattus ce jour-là n'avaient aucune idée de qui ils avaient tué. Pour Browning, Peterson et Walsh, ce n'étaient que des contacts ennemis, des cibles détruites, des victoires créditées. Ils ont atterri en Angleterre, ont bu de la bière, ont joué aux cartes et sont allés dormir. Le lendemain matin, ils ont effectué une autre mission et ont recommencé. C'est comme ça que la guerre fonctionne. Vous ne pensez pas aux hommes dans les autres avions. Vous ne pouvez pas. Si vous le faisiez, vous ne seriez jamais capable d'appuyer sur la gâchette. James Browning a effectué 97 missions de combat entre décembre 1944 et mai 1945. On lui a attribué 11 victoires aériennes, ce qui a fait de lui un as. Il est retourné aux États-Unis en août 1945, a épousé sa petite amie du lycée et a travaillé comme pilote de ligne pendant 38 ans. Il est mort en 1998 à l'âge de 76 ans, entouré de sa famille. Il n'a jamais su qu'il avait combattu contre Hans Waldmann. Il n'a jamais su que l'une de ses victoires avait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour un as allemand. L'histoire est pleine de connexions comme celle-là. Des croisements de destin que les participants ne reconnaissent jamais. Richard Peterson a survécu à la guerre avec 9 victoires confirmées. Il est resté dans l'armée de l'air et a volé en Corée et au Vietnam. Il a pris sa retraite en tant que colonel en 1973 et a passé ses dernières années à enseigner l'histoire de l'aviation dans un collège communautaire au Texas. Il est mort en 2007. Thomas Walsh, le jeune pilote de Boston qui a obtenu sa première victoire ce jour-là, n'est pas rentré chez lui. Il a été abattu par la flak au-dessus de Dresde 3 semaines après l'engagement avec Waldmann. Il avait 21 ans. Son nom figure sur le mur du cimetière américain de Cambridge en Angleterre, avec 5126 autres Américains morts dans la guerre aérienne au-dessus de l'Europe. La machine de guerre a continué sans eux. Les bombardiers ont continué à voler. Les P-51 ont continué à escorter. La Luftwaffe a continué à mourir. En avril 1945, la résistance allemande dans les airs s'était totalement effondrée. En mai, c'était fini. La plus grande guerre aérienne de l'histoire humaine s'est terminée non pas par une bataille finale dramatique, mais par un gémissement. Les pilotes allemands ont atterri leurs avions, sont partis et sont rentrés chez eux. Il ne restait plus rien pour combattre, et aucune raison de se battre davantage. Le commandant Waldmann a survécu. Ce seul fait est remarquable. Des 12 pilotes qui avaient commencé dans son escadron d'origine en 1943, il était le seul encore en vie, en mai 1945. Les autres avaient été tués au combat, étaient morts dans des accidents d'entraînement, ou avaient simplement disparu. Survivre en tant que pilote de chasse en 1944 et 1945 nécessitait non seulement des compétences, mais aussi une chance extraordinaire. Le commandant Waldmann avait les deux. Et puis, en mars 1945, il a décidé que la chance ne suffisait plus. Sa décision était controversée à l'époque. Certains camarades pilotes l'ont traité de lâche. D'autres ont compris. Le commandant Herget, celui qui avait briefé la mission du 18 mars,
écrivit dans son journal intime que Waldman était l'homme le plus courageux qu'il ait jamais connu. Il faut du courage pour voler au combat. Il faut encore plus de courage pour admettre que le courage ne suffit pas. Après la guerre, Waldman fut interviewé des dizaines de fois par des historiens militaires américains. Il voulait comprendre l'impact psychologique du P-51 Mustang sur les pilotes de chasse allemands. Waldman fut toujours honnête, parfois brutalement. Il leur dit que le Mustang n'avait pas seulement remporté la supériorité aérienne, il avait détruit la volonté de se battre. Il dit qu'en 1945, la plupart des pilotes allemands savaient qu'ils allaient mourir. La seule question était de savoir quand. Il dit que les quelques-uns qui survécurent le firent en évitant complètement le combat, en atterrissant avec des problèmes de moteur, en se perdant et en atterrissant sur le mauvais terrain d'aviation. N'importe quoi pour éviter d'affronter les P-51. Les intervieweurs lui demandèrent si l'Allemagne aurait pu faire quelque chose de différent, de meilleures tactiques, de meilleurs avions, un meilleur entraînement. Waldman répondit que non. Il dit que la guerre était perdue à l'instant où l'industrie américaine s'était pleinement mobilisée. Il dit que le seul avantage de l'Allemagne avait été une longueur d'avance, et qu'une fois cet avantage disparu, le résultat était inévitable. Il dit que le P-51 Mustang n'était que le symbole le plus visible de la supériorité industrielle et technologique américaine, mais qu'il représentait quelque chose de bien plus vaste. Un système économique capable de produire 15 000 chasseurs avancés tout en construisant simultanément des bombardiers, des chars, des navires et en approvisionnant des alliés dans le monde entier. L'Allemagne ne pouvait pas rivaliser avec ça. Personne ne le pouvait. Il avait raison. Les chiffres racontent l'histoire. En 1944, les États-Unis produisirent 96 318 avions de tout type, chasseurs, bombardiers, transports, entraîneurs. L'Allemagne en produisit 39 807. Le Japon en produisit 28 180. Les États-Unis, à eux seuls, dépassèrent la production combinée des puissances de l'Axe de plus de 2 contre 1. Et les avions américains n'étaient pas seulement plus nombreux, ils étaient meilleurs. Le P-51 Mustang, le P-47 Thunderbolt, le B-17 Flying Fortress, le B-29 Super Fortress. Ce n'étaient pas seulement des armes. C'étaient des déclarations. Il disait « Nous pouvons tout construire, en n'importe quelle quantité, selon n'importe quel standard de qualité, et vous ne pouvez pas nous arrêter. » C'était l'arsenal de la démocratie. Pas un slogan, pas de la propagande, un fait. Les ouvriers américains, dont beaucoup de femmes qui n'avaient jamais occupé un emploi manufacturier avant la guerre, construisirent les avions qui remportèrent la supériorité aérienne au-dessus de l'Europe et du Pacifique. Rosie la rivetteuse n'était pas un mythe, elle était réelle. Ses mains construisirent les P-51 qui escortaient les bombardiers. Son travail rendit la victoire possible. Et elle le fit tout en élevant des familles, en gérant des foyers, et en maintenant une société qui avait envoyé des millions d'hommes outre-mer pour se battre. L'Amérique ordinaire a gagné la Seconde Guerre mondiale, pas seulement les soldats, mais les ouvriers d'usine, les agriculteurs, les chauffeurs de camions, les contrôleurs de trains, les travailleurs des chantiers navals, les enseignants, les infirmières et le million d'autres emplois qui firent tourner le pays tout en menant une guerre sur 2 fronts. Cette génération a compris quelque chose qu'il est facile d'oublier aujourd'hui. La liberté n'est pas gratuite. Elle a un coût. Elle exige des sacrifices. Et parfois, elle exige que des gens ordinaires fassent des choses extraordinaires. Le P-51 Mustang est un symbole de ce sacrifice. Chaque avion qui sortait de la chaîne de production représentait des milliers d'heures de travail, des matières premières extraites, transformées et façonnées, des moteurs construits, testés et installés, des ailes assemblées, rivetées et inspectées, de l'électronique calibrée, des armes montées, des réservoirs de carburant installés,
de la peinture appliquée, chaque composant fabriqué par des mains humaines, suivant des plans créés par des ingénieurs américains, utilisant des processus perfectionnés par l'ingéniosité américaine. Et puis ces avions volèrent vers l'Angleterre, atterrirent sur des terrains d'aviation construits par des ingénieurs américains, furent entretenus par des équipes au sol américaines, ravitaillés avec de l'essence américaine raffinée à partir de pétrole américain, armés de munitions américaines, fabriquées dans des usines américaines, et pilotés par des pilotes américains, formés dans des écoles de pilotage américaines. Tout le système, du minerai brut dans le sol à un chasseur à 25 000 pieds, au-dessus de l'Allemagne, était américain. Du début à la fin, c'est ce qui a gagné la guerre aérienne. Pas l'héroïsme individuel, bien qu'il y en ait eu beaucoup. Pas des tactiques supérieures. Bien que les tactiques américaines aient évolué et se soient améliorées tout au long de la guerre, mais une supériorité industrielle et technologique écrasante, imparable, inévitable. Hans Waldmann l'a compris. Il l'a vu dans les P-51 qui ont tué ses ailiers. Il l'a vu dans les flots de bombardiers qui ont assombri le ciel. Il l'a vu dans les statistiques qui montrèrent la production allemande s'effondrer tandis que la production américaine accélérait. Il savait que la guerre était finie bien avant que l'Allemagne ne se rende officiellement. Il a juste eu le courage de l'admettre et d'agir en conséquence. Son histoire compte parce que ce n'est pas une histoire de lâcheté. C'est une histoire sur le fait d'affronter la réalité, sur le fait de choisir la vie plutôt que l'honneur quand l'honneur signifie mourir pour une cause déjà perdue, sur le fait de reconnaître quand la résistance continue n'est pas de la bravoure, mais du suicide. Ce sont des vérités difficiles, le genre de vérités qui ne deviennent claires que lorsque vous avez perdu 3 amis en 8 minutes et que vous réalisez que c'est votre tour. Waldmann vécut jusqu'en 1983. Il ne vola plus jamais après le 18 mars 1945, ne monta même jamais dans un petit avion en tant que passager. Il avait passé 12 ans dans le cockpit et 8 minutes au-dessus de la Bavière lui apprirent qu'il ne voulait jamais y retourner. Il devint instituteur dans une petite ville de Bavière, enseigna l'histoire et les mathématiques, se maria, eut 3 enfants et vécut une vie tranquille et sans particularité. Quand ses élèves lui posaient des questions sur la guerre, il leur disait la vérité, que la guerre est un gâchis, que la victoire a un coût, que les hommes qui ne rentrent pas chez eux laissent des trous qui ne se referment jamais. Complètement. Il resta en contact avec les familles de Meyer, Becker et Schmidt, écrivit des lettres, leur rendit visite quand il le pouvait, assista à leurs funérailles quand les mères moururent. Il se sentait responsable de leur mort, même s'il avait fait tout ce qu'il pouvait pour les maintenir en vie. C'est le fardeau que portent les commandants, les noms, les visages, la connaissance que les décisions que vous avez prises, les actions que vous avez faites ou n'avez pas faites ont déterminé qui a vécu et qui est mort. En 1976, Waldmann fut invité à une conférence sur l'histoire de l'aviation aux États-Unis. Les Allemands étaient rares à cette époque. La plupart étaient morts à la guerre ou dans les années qui suivirent. Waldmann était l'un des rares survivants. Il accepta d'y aller, à contre-cœur, à la conférence. Il rencontra des pilotes américains qui avaient piloté des P-51 au-dessus de l'Allemagne. Ils partagèrent des histoires, comparèrent des notes, réalisèrent qu'ils avaient probablement été dans le même ciel au même moment, essayant de s'entretuer. L'un de ces pilotes demanda à Waldmann ce que c'était d'affronter les P-51 Mustang. Waldmann réfléchit longuement, puis dit quelque chose que le pilote n'oublia jamais. Il dit « C'était comme être chassé par quelque chose qui pouvait vous voir, mais que vous ne pouviez pas voir. Quelque chose de plus rapide, de plus fort, de plus patient, quelque chose qui ne faisait pas d'erreur. Chaque fois que nous décollions, nous savions que nous pourrions ne pas revenir, et cette connaissance, cette certitude de la mort,
vous brise d'une manière que perdre un combat ne pourrait jamais le faire. Le pilote américain, un certain Robert Johnson, qui avait volé avec le Fifth Sixth Fighter Group, acquiesça. Il dit qu'il comprenait. Cette guerre, ce n'était pas une question de gloire ou d'héroïsme. C'était une question de survie. Il s'agissait de faire son travail et d'espérer que la chance reste avec vous un jour de plus. Il s'agissait de porter le souvenir des amis qui ne sont pas rentrés à la maison, de se demander pourquoi vous avez survécu, alors que de meilleurs hommes sont morts. Ils se serrèrent la main, d'anciens ennemis, unis par la compréhension que la guerre prend tout à toutes les personnes impliquées. Les gagnants et les perdants paient tous le prix. La seule question est combien et pendant combien de temps. Cette histoire a commencé à 14h47, le 18 mars 1945, lorsque Hans Waldmann a posé son Me-109G et a décidé qu'il en avait assez. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle se termine avec vous, lisant ou entendant ceci, comprenant ce que ce moment signifiait, comprenant que le P-51 Mustang n'était pas seulement un avion de chasse, c'était une manifestation de la puissance industrielle américaine, de l'innovation technologique et de la volonté nationale. C'était la preuve que, lorsque l'Amérique s'engage dans quelque chose pleinement et complètement, le résultat est inévitable. Mais plus que cela, c'était une machine pilotée par de jeunes hommes, construite par des ouvriers américains, conçue par des ingénieurs américains et déployée pour la défense de la liberté. Ces hommes, ces ouvriers, ces ingénieurs, c'était la génération de vos grands-parents. C'étaient les gens qui s'asseyaient aux tables du dîner du dimanche dans les petites villes de toute l'Amérique, écoutant la radio, lisant des lettres du front, accrochant des étoiles aux fenêtres et priant pour des fils qui pourraient ne pas rentrer à la maison. Votre famille a fait partie de cela. Peut-être que votre grand-père a volé. Peut-être que votre grand-mère a construit des avions. Peut-être que votre grand-oncle est mort dans un bombardier au-dessus de l'Allemagne. Ou dans un chasseur au-dessus du Pacifique. Leur génération a sauvé le monde, littéralement. Ils ont affronté le fascisme et le totalitarisme. Et on dit « pas ici, jamais ». Et ils ont soutenu ces mots avec de l'acier, du sang et du sacrifice. Le P-51 Mustang est leur monument. Chaque appareil qui vole encore est un rappel de ce qu'ils ont fait. Chaque spectacle aérien où un Mustang restauré rugit est un hommage aux hommes qui les ont pilotés et aux hommes qui les ont construits. Chaque photographie, chaque documentaire, chaque histoire comme celle-ci est une façon de dire « nous nous souvenons, nous honorons, nous n'oublierons jamais ». Si la préservation de ces histoires vous importe, si l'hommage à la génération qui a sauvé le monde signifie quelque chose, YouTube propose la fonctionnalité « Super Thanks ». Ce n'est pas une question de montant. Il s'agit de dire que cette histoire vaut la peine d'être maintenue en vie, que le sacrifice d'hommes comme Klaus Mayer, Otto Becker et Dieter Schmidt ne doit pas être oublié, que le courage d'hommes comme Hans Waldmann, qui savait quand arrêter de se battre, mérite une reconnaissance, que les jeunes Américains qui ont piloté des P-51 au-dessus de l'Europe, dont beaucoup ne sont jamais rentrés chez eux, ont mérité quelque chose de plus qu'un nom sur un mur commémoratif. Ceci est notre histoire, l'histoire américaine, l'histoire d'une génération qui a affronté le plus grand mal du XXe siècle et l'a vaincu, pas parce qu'ils étaient parfaits, pas parce que la guerre est glorieuse, mais parce qu'ils comprenaient que certaines choses valent la peine de se battre, que la liberté a un prix et que, lorsqu'on les appelle, des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Hans Waldmann est parti à 14h47, le 18 mars 1945. La guerre a continué sans lui. Les P-51 Mustang ont continué à voler, les bombardiers ont continué à frapper, et 79 jours plus tard, l'Allemagne a capitulé. La guerre aérienne était terminée. La plus grande génération
avaient gagné. N'oubliez jamais ce qu'ils ont fait. N'oubliez jamais ce que cela a coûté. Et n'oubliez jamais que votre liberté vole sur les ailes qu'ils ont construites.